Renverser la table. Un podcast de Victoire Tuaillon. Ici, on a des bonnes conversations avec des personnes qui peuvent nous aider à comprendre un peu mieux le monde, les autres et nous-mêmes. Qui nous encouragent à ouvrir les yeux, même quand ça fait peur parfois, tout en gardant espoir quand même. Comment faire peur aux riches ? Mais d'abord, pourquoi faire ? Coucou, chers auditoristes. C'est l'heure de renverser la table avec Nicolas Framont, essayiste et sociologue, qui dans son nouveau livre Saint Luigi se demande comment répondre à la violence du capitalisme. Je trouve que c'est, sur le plan pédagogique, c'est très marquant de se dire que y a un PDG, il a été assassiné alors qu'il se rendait à l'Assemblée Générale d'Actionnaires où il allait annoncer les excellents résultats de son entreprise, et ce PDG, voici son histoire, et son entreprise, voici son histoire. Et du coup, le monde a eu les yeux rivés sur cette histoire, sur cette entreprise, et donc il y a eu évidemment une incarnation tragique, mais une incarnation quand même de ce qu'est le capitalisme, c'est-à-dire des individus de chair et d'os qui ont un nom et qui ont une adresse. At this very moment, there is a manhunt for the person who shot and killed the CEO of a leading health insurer. On y voit un individu abattre froidement en plein Manhattan Brian Thompson, patron du géant américain de l'assurance United Healthcare. The suspect walked around the vehicle and shot him in the back several times. Sa haine profonde du système assurantiel a trouvé, elle, un puissant écho dans la société américaine. Dans certains milieux, le tueur serait même vénéré comme un héros, rapporte le New York Times. C'était un matin de décembre 2024, en plein cœur de New York. Un homme tire sur Brian Thompson, le PDG de United Healthcare, l'une des plus grandes compagnies d'assurance santé des États-Unis. Il se rendait à l'Assemblée générale de ses actionnaires où il devait annoncer des résultats financiers historiques. Le tueur présumé s'appelle Luigi Mangione. On ne sait presque rien de lui, sinon qu'il est jeune, athlétique et qu'il attend aujourd'hui son procès. Ce geste a choqué, évidemment, mais il a aussi déclenché une vague de ferveur sur Internet, en particulier chez les plus jeunes. Peut-être que vous avez vu ces images, ces mèmes, ces images humoristiques qui appelaient par exemple à protéger le fugitif. Pour Nicolas Framont, mon invité, au-delà du fait divers, ce meurtre met en lumière une question centrale qui devrait tous et toutes nous préoccuper, celle de la violence du capitalisme. Car ce qu'ont fait ce PDG et cette entreprise, c'est un exemple typique de comment le système capitaliste nuit à nos vies. Sous la direction de Thompson, United Healthcare a engrangé des milliards de dollars de profits en refusant de rembourser certains soins de ses assurés, provoquant des dizaines de milliers de morts. C'est-à-dire que le triomphe financier a été permis par une catastrophe humaine. Dans ce podcast, Renverser la table, je veux interroger les rapports de pouvoir pour nommer les violences que nous subissons et pour comprendre comment nous pouvons, ensemble, renverser la table. Et pour ça, j'apprécie beaucoup ce que fait mon invité, Nicolas Framont, dans ses livres comme dans ses articles, parce qu'il montre comment le capitalisme, c'est pas une abstraction lointaine, mais c'est un système incarné par des individus, des familles, des décisions très concrètes, et il montre comment ce système nous tue, littéralement. Nous avons donc le droit et le devoir de résister. Nicolas Framont est sociologue, il a cofondé Frustration Magazine, dont il est rédacteur en chef. C'est un média indépendant que j'aime lire parce qu'il démontre les mécanismes de domination économique et sociale avec un regard à la fois accessible, documenté et radical. Il a aussi vu le système de l'intérieur puisqu'il a travaillé comme assistant parlementaire pour la France Insoumise, dont il s'est ensuite éloigné. Depuis, il a signé 3 livres, Parasite, Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez le capitalisme. Et enfin, Saint Luigi, qui est sorti en septembre 2025. Bon, mais venons-en au titre de cet épisode, qui peut-être vous surprend un peu. Pourquoi faire peur aux riches ? C'est simple, parce que la situation est, à mon avis, intenable. Jamais il n'y a eu autant d'argent concentré dans les mains de si peu de personnes, et jamais les inégalités n'ont été aussi obscènes. En France, une poignée de familles possède davantage que des millions d'autres réunis. Au niveau mondial, les ultra-riches s'enrichissent même pendant les crises, pendant que la majorité de la population s'appauvrit. Cette accumulation de leur capital repose sur la destruction de nos conditions de vie. L'extraction sans limite, l'accaparement des ressources vitales comme l'eau, la terre, les océans, la marchandisation de la santé, de l'éducation, du logement.
Résultat, notre planète brûle, vous l'avez vu cet été, les écosystèmes s'effondrent parce que les profits des actionnaires passent avant nos vies. Pas de panique si ça vous paraît trop radical. On va revenir en détail sur la définition du capitalisme, de l'impérialisme, de ce qu'on appelle les riches aussi, ou plutôt la bourgeoisie. Si vous êtes déjà familière de tout ça, passez directement à l'épisode suivant où on rentre dans le dur des tactiques pour faire peur aux riches. On dit faire peur parce que convaincre, c'est inutile. La bourgeoisie sait très bien ce qu'elle fait, elle ne manque pas d'informations, elle n'est pas déconnectée. Les riches choisissent en toute conscience de défendre leurs intérêts. Et nous, l'immense majorité des gens, nous n'avons pas les mêmes intérêts que les riches. Eux veulent conserver leurs privilèges et nous, on veut juste vivre décemment sur une planète vivable. Et la seule manière de les obliger à reculer, c'est de leur faire peur, c'est-à-dire de rétablir un rapport de force. Voilà de quoi on va parler dans cet épisode. Et maintenant, étrangement, vous allez peut-être entendre une page de publicité. Comment ça va, Nicolas ? Ça va bien, merci. Bon. Est-ce que tu aimes bien les souris ? Ouais, parce qu'en fait, comme chaque année, une ou plusieurs familles de souris ont élu villégiature dans mon studio. Et donc, à tout moment, elles peuvent traverser le tapis. Voilà. Ça me va, j'ai pas peur des souris. Moi, j'ai horreur de ça, en revanche. Donc, je hurlerai, en fait. J'ai grandi à la campagne et pour te dire, j'ai même déjà eu dans mon paquet de Kellogg's une souris qui est sortie le matin alors que je prenais mon petit déjeuner. Non. Ouais. C'est vrai. Je tutoie Nicolas parce que nous sommes amis. Bon, c'est vrai comme tous mes invités pour l'instant, mais c'est le début, ça changera au cours de l'année. Tout son livre est une réflexion sur ce qui est violent. Donc je commence par lui demander ce qui, selon lui, est le plus violent. Le meurtre d'un homme ou la mort de dizaines de milliers d'autres au nom du profit. En termes purement quantitatifs, quelqu'un comme Brian Thompson a contribué, alors de façon plus ou moins indirecte, à la mort de milliers de personnes, parce que son entreprise, United Healthcare, l'a engendré. Alors pour ça, il faut revenir aux bases du système de santé des États-Unis, parce qu'il est quand même différent du nôtre. On a du mal à mesurer à quel point il est très particulier. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, sauf pour les personnes les plus précaires qui ont un système public très très limité, en fait, les gens ne sont pas couverts pour quand ils ont un accident, quand ils sont malades, quand ils ont des problèmes de santé mentale, quand ils doivent aller voir un psy, enfin bref, quand ils ont des caries, des rages de dents, enfin tout ce qui concerne la santé, ce n'est donc par défaut pas couvert. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une assurance santé, souvent auquel on a droit via son employeur. Donc avec le fait d'avoir un emploi, on a les moyens de payer pour cette assurance entièrement privée. Donc c'est un système assurantiel. Et ce système assurantiel, en plus, il ne couvre pas tout. C'est-à-dire qu'il y a même un système de franchise qui fait qu'en réalité, ton assurance va te rembourser qu'au-delà d'un certain niveau de dépenses, qui peut être plusieurs milliers de dollars. Donc en fait, les dépenses courantes de santé, aller voir son généraliste, aller chez le dentiste, aller voir un dermato, ce n'est pas pris en charge. C'est vraiment pris en charge en fait quand il t'arrive des trucs graves. Et ce que fait United Healthcare, mais évidemment c'est pas la seule à faire ça, mais apparemment selon la presse à ce moment-là, la presse américaine, c'est une des pires entreprises en la matière, c'est qu'elle fait en sorte, consciemment, de mettre en place des politiques de suivi de ses assurés qui permet de refuser des soins. Donc ça peut être différents prétextes. Ça peut être, ok, tu as eu un accident de voiture, mais il se trouve que l'hôpital dans lequel tu as été emmené en urgence et où tu as eu des soins pour des milliers et des milliers d'euros, ne fait pas partie de notre réseau conventionné. Donc pas de chance. Ensuite, le dossier a été mal rempli. T'as pas suivi le parcours comme il fallait. Ces soins-là, c'est pas des soins vitaux, c'est des soins esthétiques. Voilà, autant de choses qu'on peut connaître, je pense, plus avec nos assurances automobiles ou assurance logement. On sait bien que quand il vous arrive un truc et que vous faites appel à votre assureur, vous allez devoir engager un petit bras de fer quand même pour être remboursé. Ça soit pris en charge. Ça soit pris en charge. Et l'intérêt de l'assureur, c'est de faire en sorte que tu ne sois pas pris en charge. C'est de dire oui, mais bon, ta voiture, elle avait un défaut, oui, mais c'était toi qui étais en tort, etc. C'est exactement ce que fait United Healthcare, consciemment, en essayant d'augmenter ce taux de refus de soins, puisque autant de refus de soins, c'est de l'argent économisé, pour atteindre à peu près 20% des demandes qui sont refusées. Donc c'est énorme et ça conduit en fait ce système au niveau global. Aux États-Unis, on estime à 500 000 personnes par an qui sont en faillite personnelle à cause de leurs frais de santé et 50 000 qui meurent par an faute de soins.
Donc ce chiffre, il est très important parce que dans un pays qui est en fait le plus riche du monde, on peut mourir faute de soins, alors même que ces soins existent. C'est pas, tu meurs pas faute de soins parce que tu étais dans le désert, il n'y avait pas d'hôpital, oui, c'était possible etc. d'être soigné et voire même parfois, tu avais souscrit une assurance et tu n'as pas été soigné parce que ton assurance est organisée pour ne jamais te rembourser en fait. Exactement. Et en fait, après l'assassinat de Brian Thompson, il y a eu de nombreuses enquêtes journalistiques aux États-Unis qui ont montré que cette politique-là, elle était consciente, elle était choisie, et que Brian Thompson, en tant que PDG, en était l'un des instigateurs. Hein. Il a pas fait ça tout seul dans sa tête. Hein. Il y a d'autres assurances qui pratiquent ça, mais lui, sous sa présidence, le taux de refus a augmenté et les profits de l'assurance se sont envolés. Donc là, c'est un exemple paradigmatique, pour employer les grands mots, du fait que la recherche du profit va à l'encontre du bien-être des individus, voire conduit à leur mort. Voilà. Parce que Brian Thompson, là, dont tu parles, il a gagné 10 millions de dollars, par exemple. En mettant en place cette politique-là, il a été rétribué par son entreprise, puisqu'il a mis en place une politique qui faisait gagner beaucoup d'argent à l'entreprise et aux actionnaires de l'entreprise. Exactement. Et donc, il n'a pas fait ça parce qu'il était méchant. Pourquoi il a fait ça ? Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant avec son action, c'est que Brian Thompson, c'est pas un tueur en série. Mais en fait, il fait partie d'un système qui monnaie la santé des gens, qui dégage du profit sur cette santé-là, et donc qui conduit à leur mort. Donc moi, j'appelle ça dans le livre donner la mort par PowerPoint. C'est qu'en fait, tu donnes la mort, mais déjà, c'est pas toi qui donnes la mort, hein, c'est un processus que tu mets en place, et ce processus, tu le mets en place via des présentations PowerPoint, où on pourrait parler de fichiers Excel, c'est-à-dire en mettant en place un système visant à dégager du profit, en rationalisant ce système à outrance, puisque, encore une fois, on peut donner une autre chose qui a été révélée quelques mois après l'assassinat de Brian Thompson, c'est que par exemple, parmi les assurés de UHC, donc United Healthcare, il y avait aussi des gens qui étaient dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, et en fait, United Healthcare soudoyait des infirmières, des aides-soignantes, je féminise parce que c'est des métiers majoritairement féminins, pour qu'elles fassent signer des clauses de non-réanimation aux personnes âgées, pour que l'assurance n'ait pas à prendre en charge une éventuelle entrée à l'hôpital, etc. C'est quand même ce niveau-là de piétinement de la dignité humaine, mais encore une fois, cette violence-là, elle est euphémisée. Et Brian Thompson, c'est pas quelqu'un c'est pas un tueur en série comme dans les films qui chaque soir range son katana ou son rasoir de précision après avoir tué des tas de gens. Pour autant, il a un bilan humain à son actif. Je trouve que c'est, sur le plan pédagogique, c'est très marquant de se dire que il y a un PDG, il a été assassiné alors qu'il se rendait à l'Assemblée générale d'actionnaires où il allait annoncer les excellents résultats de son entreprise, et ce PDG, voici son histoire, et son entreprise, voici son histoire. Et du coup, le monde a eu les yeux rivés sur cette histoire, sur cette entreprise, et donc il y a eu évidemment une incarnation tragique, mais une incarnation quand même de ce qu'est le capitalisme, c'est-à-dire des individus de chair et d'os qui ont un nom et qui ont une adresse. Et là, en termes d'adresse, Challenge est là pour nous le rappeler, parce qu'ils nous montrent tout leur château, toutes leurs villas, et on voit que c'est des gens qui se sont considérablement enrichis, littéralement sur notre dos, et que même ce sont des familles, ça c'est très important. Le capitalisme, la bourgeoisie, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de famille qui se transmet le pouvoir de génération en génération. Donc dans le cas de la France, c'est hybridé considérablement avec l'aristocratie. Et c'est toujours ces mêmes familles. C'est-à-dire que c'est intéressant, dans le classement des 500 fortunes en 96, c'est à peu près les mêmes noms qu'en 2025. Et même certaines grandes familles régnaient déjà sur le pays à la fin du 19e siècle. C'est le cas dans tous les pays du monde, notamment en Italie, notamment en Espagne, etc. Tu serais pas un peu jaloux, Nicolas ? Est-ce que c'est pas à cause de... Parce qu'on pourrait nous dire ça aussi, hein. En fait, on est des rageux, tu vois. Pourquoi on veut faire peur aux riches ? Pourquoi on en veut tellement aux riches et tout ? Pourquoi on bave en regardant leur château ? Peut-être que nous aussi, on aimerait bien vivre dans des châteaux et on est juste jaloux de la vie qu'ils mènent, non ? Oui, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui me disent beaucoup t'as qu'à le faire, t'as qu'à la monter ton entreprise. Alors, moi, j'adore quand on dit ça parce que vraiment, jamais. Ce n'est pas mon ambition. Je trouve que non. Enfin, il faut pas faire ça. Mais d'une part, j'ai pas ce système de valeurs et c'est pas mon ambition. D'autre part, si tu veux, c'est impossible. Le principe du capitalisme, c'est qu'il y a très peu de gagnants et énormément de perdants. C'est comme ça que ça marche, quoi. Macron, il disait au début de son mandat, je veux que tout le monde devienne millionnaire. Voilà, il veut que les jeunes aient envie de devenir milliardaires. C'est quand même fou cette phrase, que ça veut dire, ok, donc tu as envie que 99,99% des jeunes se cassent la gueule et soient déçus. Parce que en fait, le principe des milliardaires, c'est qu'il y en a peu.
Évidemment, puisque c'est un principe de monopolisation du pouvoir, de prédation, d'héritage, surtout d'héritage. Faut quand même voir que de toute façon, ça nous arrivera pas parce que c'est principalement par héritage. Sur les 500, les gens qui sont dans le fameux classement des 500, c'est la moitié, c'est des héritiers directs du groupe qui contrôle. Donc en fait, je sais pas, celui qui est actuellement le plus riche, c'est le PDG d'Hermès. Bon il se trouve que c'est la 6e génération. C'est le gars, c'est le 6e. Et puis ensuite, les 50% autres, c'est des gens qui venaient déjà de milieux sociaux ultra favorisés, puisque le principe du capitalisme, c'est que ton pouvoir, il vient de tes capitaux. Donc tes capitaux, ils sortent pas de nulle part comme ça parce que tu as eu une chouette idée. Ça, c'est un peu... Parce que tu as beaucoup travaillé. Ou parce que, alors surtout pas parce que tu as beaucoup travaillé. Le principe du capitalisme, intrinsèquement, c'est que le travail ne paye pas. Voire même, le système capitaliste, il a besoin... Les capitalistes, ils ont besoin que le travail paye le moins possible, puisque pour augmenter son profit, une des marges de manœuvre, alors ça peut être de trouver des nouveaux clients, ça peut être quelques innovations qui permettent des ruptures, mais c'est surtout de diminuer la masse salariale. Et de diminuer le coût du travail. Et de diminuer donc le prix du travail, parce que nous on dit prix de notre point de vue. Mais dans leur bouche à eux, ils appellent ça le coût, parce que le travail ne serait qu'un coût. Oui, pour eux c'est un emmerdement. Ouais. Mais attends, on se demande là comment faire peur aux riches, ce qui est aussi ce que tu te demandes dans ton livre, c'est comment répondre à la violence du capitalisme. Je me dis qu'il faut quand même jamais oublier les bases et donc qu'on devrait expliquer pourquoi est-ce qu'il faudrait faire peur aux riches. En fait, c'est quoi le problème avec les riches ? Alors en fait, je peux commencer à expliquer le point de vue de ceux qui pensent que les riches, c'est pas un problème. C'est intéressant. Par exemple, tu t'achètes un magazine comme Challenge, qui est un magazine qui notamment expose chaque été le classement des 500 plus grandes familles de France. L'équivalent mondial, c'est Forbes, qui va classer les familles bourgeoises du monde aussi dans un classement. Tu feuillettes ce magazine et dans un premier temps, tu peux être très détaché, te dire, les riches, c'est des gens qui ont une vie très différente de la mienne, qui ont leurs loisirs, qui ont leur maison, qui ont leur façon de s'habiller, qui ont une accumulation pas possible de biens, etc. Et quelque part, leur vie fait pas forcément envie. Et on se dit, si ça leur plaît, tant mieux, mais quelque part, c'est pas mon problème. Limite, à la limite, ça peut fasciner, ça peut amuser. Mais ça, c'est vraiment une vision. Ou ça donne envie. Ou ça donne envie. Autre chose, évidemment, ça donne envie. Voilà. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de problème de thunes, par définition, et qui peuvent se permettre tout et n'importe quoi, y compris, on le voit dans le Challenge, le nouvel horizon des riches, c'est de dépasser la mort elle-même. Donc c'est quand même des gens qui ont ce pouvoir-là. Mais après tout, on pourrait se dire... Grand bien leur face. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Notre économie, elle fonctionne pas comme ça. En fait, ce que les riches, dans le cas de la France, que ces 500 fortunes nous prennent, et d'ailleurs, pas qu'à nous, parce qu'en fait, elles font leur chiffre d'affaires beaucoup à l'étranger. Elles ont fait leur chiffre d'affaires beaucoup grâce au colonialisme, au néocolonialisme, donc à nous et à de nombreux autres citoyennes et citoyens du monde. C'est bien de l'argent qu'on nous prend. Et ça, c'est le principe du capitalisme, qui est un système où on sépare le capital du travail. Et donc, à la base, en fait, l'existence de riches implique l'existence de pauvres ou de gens qui galèrent, parce qu'on pourrait parler des très pauvres, mais aussi il y a toute sa population pour qui l'argent est un problème et c'est quelque chose qui empêche dans notre vie. L'argent nous empêche, l'argent nous frustre, etc. L'argent nous empêche de nous soigner, de manger correctement, d'habiter dans des logements décents, de disposer de notre temps, de nous éduquer. Enfin bon, il y a quand même énormément de freins économiques dans la vie de beaucoup de monde, ce qui me donne l'occasion de rappeler ce qu'on entend par riche. Quand on disait les riches, on ne s'attaque pas à vous qui gagnez 4 000 € par mois, peut-être que vous participez en revanche à un système qui permet à des ultra-riches de se perpétuer. Qu'est-ce que tu entends par riche quand on dit faire peur aux riches ? C'est important. D'ailleurs, tu vois, dans frustration, alors on a souvent la discussion sur les termes qu'on emploie. C'est pas évident. Moi, j'emploie plutôt pas le terme de riche parce qu'en fait, il y a un problème de définition évident. On est tous plus riches. En fait, quand on pense à riche, on pense à plus riche que. Du coup, en fait, tout le monde est riche, quasiment, ou tout le monde est plus riche que quelqu'un. Et ensuite, on a des difficultés à placer la frontière. Dans la presse mainstream, il y a des choses comme ça. À partir de quand est-on riche ? Cette question n'a pas trop de sens. Moi, je parle de bourgeois, c'est-à-dire de gens qui, historiquement, ce sont les gens qui possèdent les moyens de production, qui possèdent le capital. Et ces capitaux, ils peuvent être de diverses natures, mais ce qui est déterminant dans le système capitaliste, c'est bien les capitaux financiers, les capitaux économiques. C'est pour ça que je parle de ces 500 familles les plus riches. Et c'est pas moi qui invente, c'est elles-mêmes qui se classent comme étant les 500 premières. Donc moi, je prends ce critère-là, par exemple. Donc en fait, c'est peu de monde dont je parle. C'est vraiment ceux qui possèdent dans l'économie capitaliste, donc ceux qui possèdent les entreprises, ceux qui possèdent et ceux qui profitent aussi de la mise en marché du monde. Et par extension, dans le cas de la France, c'est une économie mixte, c'est-à-dire qu'il y a une économie étatique qui est assez importante. C'est aussi ceux qui dirigent l'État. Moi, je pense que c'est important de mettre aussi dans cette catégorie de la bourgeoisie ces personnes-là. Donc en fait... Même si elles ne possèdent pas concrètement les usines, des terrains, des propriétés agricoles, pas forcément tout ça. Ça,
c'est déjà important, mais elles ont l'immense pouvoir de fabriquer des politiques publiques, de favoriser un tel ou un tel. C'est ça, maintenant, quand on fait partie à haut niveau de l'État, on a ce pouvoir-là, et donc pour toi, on fait partie aussi de la bourgeoisie. Oui, en fait, il y a un mot important que tu as cité, c'est le pouvoir. Voilà, pour moi, c'est pour ça que le mot riche, pour moi, il n'est pas suffisant parce qu'il dit rien du pouvoir. Par exemple, tu peux gagner au loto, devenir riche, pour autant, comme t'es pas encore intégré à la classe bourgeoise, que t'as pas encore de possession de capitaux, que t'es pas initié à tout ça, tu n'as pas de pouvoir. Donc en fait, la bourgeoisie, c'est bien une classe sociale, c'est important, et qui a du pouvoir sur nos vies, principalement via la possession de capitaux financiers, mais aussi via la direction de l'État et via la direction de la culture également. Donc en fait, il y a différents... d'ailleurs, quand tu regardes les grandes familles de la bourgeoisie, en fait, t'en as qui vont être à la tête, qui vont être PDG, d'autres qui vont être députés ou sénateurs. C'est le cas dans la famille Dassault, par exemple, une entreprise d'armement et d'aviation. Bon, il y avait un sénateur, il y avait un patron de presse et il y avait un PDG. D'ailleurs, tout ça a souvent été, c'était dans les mains de la même personne pendant tout un temps. Donc, c'est ça qui est important, c'est que la bourgeoisie, c'est du pouvoir. Et par conséquent, quand on veut faire peur aux riches, donc je dirais faire peur aux bourgeois, c'est faire en sorte, tout simplement, que l'étendue de leur pouvoir soit un peu limitée, voire annihilée, mais ça, c'est dans un second temps, mais déjà dans un premier temps limité, de façon à ce que ce pouvoir qu'ils ont sur nos vies, ne dégomme pas trop notre vie, fasse pas trop de dégâts, parce qu'en fait, ils en ont énormément. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe, ces dernières décennies. Le pouvoir de la bourgeoisie, il s'est étendu, parce qu'il y a eu une mise en marché du monde. Il y a énormément de secteurs de notre vie quotidienne qui sont devenus des éléments marchands, et qui dit éléments marchands, dit éléments sur lesquels on peut se faire du profit. Donc, je sais pas, se déplacer, par exemple, pendant tout un temps, c'était un peu hors marché parce que c'était assuré par des entreprises publiques. Maintenant, toute une partie des entreprises publiques-là ont été soit privatisées, soit ont perdu leur monopole. C'est le cas du rail, par exemple. Concrètement, maintenant, tu as des bourgeois qui vont se faire de l'argent sur un Lyon-Paris ou sur un Marseille-Turin. Et donc, dans ce qui m'intéresse principalement sur le livre, parce qu'il me semble c'est ce qui est le plus grave, ou en tout cas le plus létal, c'est la mainmise de la bourgeoisie sur notre système de santé, sur le fait que la santé, l'accès à la santé, le fait de pouvoir vivre plus longtemps ou mieux, est évidemment un immense marché. Et aux États-Unis, c'est entièrement marchandisé, avec des effets en termes de nombre de morts qui sont hallucinants. Et en France, c'est en cours de mise en marché. C'est pour ça que, par exemple, dans le cas de la France, pourquoi c'est important dans le contexte actuel d'effrayer les riches, d'effrayer la bourgeoisie, d'établir un rapport de force avec elle, c'est-à-dire établir un rapport de force avec quelqu'un, c'est je te parle et ce que je te dis ou la façon dont je te parle fait que tu as plus intérêt à m'écouter et à prendre en compte ce que je te dis que d'être indifférente, par exemple. C'est ça un rapport de force avec quelqu'un. Donc il faut entretenir un rapport de force avec notre bourgeoisie parce qu'actuellement son plan, dans le cas de la France, tout à fait assumé, c'est de réduire la prise en charge publique et la prise en charge de la sécurité sociale sur notre santé. Et de faire en sorte que de plus en plus, on doive se démerder tout seul pour se soigner. Et pour pouvoir se démerder tout seul, ça tombe bien, il y a plein d'entreprises qui sont en embuscade et qui sont prêtes à nous proposer leurs services. Et derrière ces entreprises, il y a des financiers, il y a des actionnaires et donc il y a des individus qui sont les bourgeois. Parce que tout ce qui ne sera pas pris en charge par l'État, il y aura des entreprises privées qui s'y mettront. Ça vaut là pour la santé, ce que tu racontes, mais ça vaut aussi pour l'éducation, pour le logement, pour le système de retraite. En fait, je pense que beaucoup de gens n'ont pas ça en tête, à quel point, oui, il y a des personnes qui ont tout intérêt à marchandiser plein de pans de notre vie. Ils le font parce que c'est leur intérêt en tant que participants à la bourgeoisie et au système capitaliste. Exactement. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. C'est leur intérêt et ils sont mus par cet intérêt-là. Et ensuite, ils vont se raconter des histoires et nous raconter des histoires que c'est quand même mieux, qu'il y aura un meilleur service, que ça sera mieux d'avoir des écoles privées. Que le train, une fois que ce sera privatisé, le train, ce sera extraordinaire. Ça va être génial, ils seront tout le temps à l'heure et puis ce sera beaucoup moins cher, ce qui n'est pas du tout, soit dit en passant, ce qui arrive. En fait, à chaque fois, ça s'avère être complètement faux, mais il existe quand même des grands récits qui visent à nous montrer que la marchandisation du monde, ça apporte des tas de progrès, quoi. Ok, merci pour ce petit point de définition capitaliste. Peut-être qu'on pourrait aussi ajouter, parce que c'est un mot qui revient souvent dans tes livres et dans tes articles, et puis qu'on emploie un peu comme ça sans prendre le temps de le définir, mais si tu as donné une définition du capitalisme, est-ce que tu peux donner aussi celle de l'impérialisme, et en quoi c'est différent du capitalisme et comment ça marche ensemble ?
Oui, ça marche ensemble. Donc, l'impérialisme, c'est une série d'actions, de stratégies sur le plan plutôt étatique, même aussi culturel d'ailleurs, qui visent à étendre, à augmenter la mainmise des capitalistes, ceux qui bénéficient du système capitaliste, et de leurs alliés sur l'ensemble du monde. Donc, on peut dire que, par exemple, le 19e siècle, dans le monde, a été caractérisé par énormément d'impérialisme, c'est-à-dire que énormément d'endroits du monde, au point qu'il n'en reste quasiment plus un seul, ont été mis sous la coupe du capitalisme et de façon assez agressive. Toute une partie des guerres coloniales, c'était pas que des guerres visant pour des motifs culturels ou religieux, visant à faire en sorte qu'il y ait des chrétiens à tel endroit. Il y avait toujours dans les expéditions coloniales des marchands, des gens qui disaient l'Indochine, ça serait sympa parce que ça nous permettrait d'ouvrir le marché chinois, par exemple, et nous, on a besoin d'avoir un nouveau marché où vendre nos marchandises. Et ça, les théoriciens marxistes comme Lénine, par exemple, l'expliquent bien. Et Lénine, il explique que, alors qui n'est pas pour moi une référence politique, mais sur le plan intellectuel, c'est intéressant. En fait, l'impérialisme... Donc Lénine, début du XXe, grand théoricien et politique de la révolution russe. Voilà, et dirigeant ensuite de l'Union soviétique. Lui, au début du XXe siècle, il disait on ne peut pas critiquer le colonialisme et toutes ces guerres impérialistes, donc les guerres d'invasion, etc., sans critiquer le capitalisme, parce que les deux sont intrinsèquement liés. C'est parce que le capitalisme a besoin de débouchés, donc débouchés, c'est-à-dire des nouvelles sources de profit, des nouveaux pays qui vont acheter tes marchandises, des nouveaux pays qui vont les produire aussi, des nouvelles ressources naturelles, qu'on a besoin de l'impérialisme et que les deux fonctionnent main dans la main. Et que donc les guerres, par exemple, je trouve que ça permet de sortir de cette idée que les guerres c'est terrible, ce sont les humains. C'est ça, qui ne savent pas se parler, ils ne savent pas dialoguer. Voilà, et oui, alors que si seulement ils savaient se parler, alors il n'y aurait pas de guerre. Pas du tout. En fait, la guerre, c'est quand il y a un pays qui veut les ressources d'un autre pays et qui ensuite invente des tas de justifications pour lui prendre ses ressources. Voilà, et derrière ces pays, il y a des lobbies qui sont politiques et sociaux, c'est-à-dire des classes sociales, notamment évidemment la classe bourgeoise au premier chef, qui fait en sorte que cette colonisation ou cette invasion elle ait lieu. C'est vraiment le cas dans le cas de la colonisation française, par exemple, au 19e siècle. D'ailleurs, même les expéditions coloniales étaient financées par la bourgeoisie, étaient encouragées par elle. C'est le cas d'Indochine, c'est le cas de l'Algérie, parce qu'à chaque fois, c'était des gens, ils avaient des dollars dans les yeux, ils voyaient un peu le résultat économique. Évidemment que parmi ces gens, ils emmenaient aussi des religieux, des missionnaires qui des intellectuels, des poètes, des écrivains, etc. Et chacun se racontait sa propre histoire. Il y en avait, c'était des républicains qui voulaient emmener la République partout dans le monde, super. Il y avait des chrétiens, évidemment, des catholiques qui voulaient avoir des nouvelles ouailles. Mais quand même, le fer de lance de tout ça, c'est bien le pouvoir économique, le pouvoir capitaliste. Et j'aime bien aussi que tu rappelles que c'est pas un système. Parfois, on fait comme si c'était quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire que le système en lui-même a une volonté comme ça, puis il entraîne les individus. Enfin, je pense que c'est en partie vrai. On a les mêmes débats avec le patriarcat et les hommes violents, par exemple. Mais le patriarcat en soi a pas un esprit, c'est pas comme un démon qui s'empare des hommes et qui leur fait faire des choses. Le capitalisme, c'est pareil, c'est-à-dire que il n'a pas une volonté propre. En revanche, il y a une logique d'entraînement, il y a des mécanismes qui entraînent des individus qui, eux, ont leur libre arbitre et font des choix. Et donc, tu rappelles que c'est pas le système qui provoque ces morts. En fait, derrière, dans le système, il y a des personnes qui ont fait des choix, qui prennent des décisions, qui imaginent, par exemple, des politiques d'entreprise dégueulasses comme Brian Thompson, qui se dit, en fait, comment je vais faire pour moins rembourser de soins. Il y a des gens qui réfléchissent vraiment à ça dans l'entreprise, des véritables personnes. C'est très important parce que moi, quand j'ai cofondé Frustration Magazine et d'une façon générale, je me suis mis à écrire et réfléchir sur ces questions-là, dans le monde médiatique et intellectuel, on parlait beaucoup du capitalisme financier. Donc on disait, voilà, tout a été financiarisé. Maintenant, le capitalisme, c'est des flux. Voilà, c'est plus que des flux. C'est des robots qui parlent entre eux. C'est des robots, c'est des algorithmes. Plus personne n'a de contrôle. C'est une finance qui est devenue folle. Tous les politiques disaient ça dans les années 2010, par exemple, tu vois. Et c'était bien pratique parce que quand Hollande disait moi, mon ennemi, c'est la finance, en fait, il s'engageait pas à grand-chose. Parce qu'en fait, il accusait une entité abstraite. Parce qu'il disait mon ennemi, c'est la finance. Elle n'a pas de visage, elle n'a pas d'adresse. Il a dit ça, tu vois. Et en fait, il faisait appel à cette croyance qui avait été très popularisée par tout un monde intellectuel, qui avait diffusé ce nouveau
nouveau grand récit sur le capitalisme. Après avoir eu un récit du capitalisme triomphant, on va dire des années 80-90, un peu tapis, etc. Genre le capitalisme, c'est les gens... Tapie, donc qui était vraiment une figure qui défendait le capitalisme, qui disait que c'était vraiment ça qui marchait bien, alors qu'en plus il a foiré toutes ses entreprises et tout, c'est vraiment une catastrophe, mais bon, c'est pas... Bon, bref. Justement, une figure comme Tapie, voilà, ça incarnait une sorte de récit, donc c'était quelqu'un qui mettait en scène à la fois son dynamisme sportif et le fait qu'il reprenait plein de boîtes et qu'il les coulait toutes, mais ça, il n'y avait pas de commentaire médiatique là-dessus. Mais tu vois, le récit des années 80-90, c'était le capitalisme, c'est génial, ça régénère plein de cash et c'est des individus super stylés. Et en fait, dans les années 2010, on est après la crise des subprimes. Franchement, il n'y a plus d'espoir d'ascension sociale pour la plupart des gens sur cette planète. Donc le nouveau grand récit qui s'est imposé, c'est on est désolé, mais en fait le truc est hors de contrôle. C'est comme ça, c'est des flux, c'est des marchés. Et donc pareil, il y a eu le fait d'utiliser des marchés. Ça marche aussi sur l'immobilier. L'immobilier, tu sais, si les loyers sont à ce niveau, c'est parce que c'est les marchés. C'est pas les propriétaires, ils y peuvent rien, c'est le marché. Et donc, si tu veux, tu as exactement cette même logique, c'est la machine est hors de contrôle. Or, encore une fois, il suffit de lire la presse patronale pour s'en convaincre. Je revois à Challenge, mais ça pourrait être les Échos, etc. Mais il y a bien des gens derrière qui prennent des décisions, qui décident de continuer dans cette logique-là, qui décident de mettre sur le marché un produit quand ils savent qu'il est dangereux. Dans le livre, je parle de la famille Sackler, par exemple, une richissime famille aux États-Unis qui a mis sur le marché un médicament antidouleur qui a rendu et qui rend encore des générations d'Américains addicts, notamment à l'héroïne. Et ce médicament, c'était l'Oxycontin. Et en fait, clairement, quand on regarde l'histoire, à chaque fois, il y avait des gens qui auraient pu dire stop, qui auraient pu dire non, les gens sont en train de devenir fous, les gens sont en train de tomber malades, ils meurent d'overdose massivement, on a les datas. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a aussi, c'est pour ça que j'ai parlé de mort par PowerPoint. T'arrives pas à le mort par PowerPoint. C'est qu'on a les PowerPoint, on a les slides, elles existent maintenant, elles ont été mises dans les médias, du cabinet de consulting McKinsey qui explique oui, il y a énormément de morts, mais tout va bien, on va faire des remises pour les pharmacies concernées dans les zones où il y a énormément de mortalité, comme ça elles vont continuer d'écouler notre produit. Si tu veux, là il y a bien des individus qui ont pris des décisions. Qui ont réfléchi, qui se sont dit, on a un problème, tiens, les gens meurent, mais plutôt comment on va en tirer du profit d'une façon ou d'une autre. Exactement. Merci pour cette petite leçon d'anticapitalisme express. Tu fais aussi le constat dans ton livre que il s'agit de faire peur aux riches, aux bourgeois, aux capitalistes, parce que ils sont en train, eux, de se radicaliser aussi. Tu dis, on accuse, là, Luigi Mangione, évidemment, mais aussi plein d'autres. Dès qu'il y a des révoltes, des émeutes, on dit que le peuple devient violent, que la violence est inexcusable. Toi, tu dis que c'est les classes dirigeantes, en fait, qui sont en train de se radicaliser aussi dans la violence. À quoi tu le vois ? Donc, effectivement, il y a ce discours. En fait, la violence, quelque part, c'est pour ça que je parle de la violence du capitalisme et que c'est ça mon sujet principal. C'est que j'ai l'impression que la violence, elle a une qualification qui est sélective. Donc on va d'abord accuser d'être violents les gens qui font partie des classes populaires, les gens qui sont racisés. Voilà, il va y avoir des cibles privilégiées d'accusation de violence. Et il y a des gens, tout simplement, ils sont jamais touchés par cette accusation de violence. Parce que notamment, le droit est de leur côté. Ça, c'est très important. C'est que depuis tout à l'heure, ce dont on parle tous les deux, l'action de Brian Thompson, elle est légale et elle est encouragée. Voilà, c'est ça qui est valorisé dans notre société. Alors pourquoi je trouve que la classe bourgeoise se radicalise vraiment ? C'est déjà que si on prend le cas de la France, ces politiques qui visent, par exemple, alors ils vont dire pudiquement réduire le coût du travail, mais en fait qui s'en prennent aux travailleuses et aux travailleurs, elles ont augmenté en intensité. Donc il y a eu le grand tournant, je pense le grand tournant de radicalisation de la bourgeoisie européenne, ce sont les années 80. Donc c'est incarné par quelqu'un comme Margaret Thatcher, mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Ronald Reagan aux États-Unis. Et puis en fait, pas mal finalement les politiques menées sous François Mitterrand, sous la droite qui a succédé à Mitterrand, donc sous Chirac. Bref, c'était vraiment des politiques de grands bonds en avant capitalistes, de dire ça suffit maintenant, ce partage de la richesse, on va fermer énormément de boîtes pour mettre fin finalement au rapport de force qui régnait, on va désindustrialiser les pays européens et puis on va aller produire ça dans des pays néocolonisés où on va payer les gens une misère. Donc ça c'est pour les années 80 et puis ensuite il y a la violence qu'on subit en ce moment, c'est-à-dire la violence de gouvernements qui s'en prennent
très fortement aux plus pauvres, hein, qui leur font perdre de l'argent pour commencer, mais qui aussi les persécutent. Sous Macron, on a des politiques de persécution des plus pauvres, donc les bénéficiaires du RSA, les personnes handicapées, les personnes qui ont des affections longue durée, par exemple, à qui le gouvernement va s'en prendre, les chômeuses, les chômeurs, les étudiants qui ont été soumis, enfin voilà, les jeunes sont soumis maintenant à un processus de sélection qui est très très pervers, très violent, que nous, en étant jeunes, on a beaucoup moins subi d'ailleurs. Les personnes étrangères en situation irrégulière, là, c'est vraiment le summum de la persécution. Hein, c'est l'enfermement au sein des centres de rétention administrative, le fait qu'ils sont stigmatisés en permanence, qu'ils sont traités comme des moins que rien dans les préfectures. Alors que toutes ces personnes, on le rappelle, travaillent, forcément, sinon elles ne pourraient pas survivre en fait dans le pays. Donc c'est aussi toutes les personnes qui occupent les emplois dont personne ne veut et qui sont persécutés quand même par l'État, par la police, par les employeurs aussi, hein, qui peuvent aussi ne pas se priver de les exploiter, hein, puisque de toute façon, ils n'ont pas moyen de protester. Enfin, c'est sûr que là, avec en France, sous la présidence Macron, il y a vraiment eu une intensification de la guerre menée aux pauvres et de cette guerre des classes. Et pour revenir sur le terme d'ailleurs de lutte des classes, j'y pensais tout à l'heure quand on en parlait, mais que c'est un terme qui paraît désuet, mais que dans les classes bourgeoises, on reconnaît aussi parfois, je repense à cette citation célèbre de Warren Buffett, qui est un milliardaire américain, qui disait en 2005 sur CNN, oui, il y a une guerre des classes, oui, il y a une lutte des classes, et c'est ma classe, la classe des dirigeants capitalistes, qui est en train de la gagner. Et ça, c'est très important de voir les choses comme ça. Cette citation, évidemment, elle est un peu fondatrice, parce qu'encore une fois, ce que ça a montré, surtout à cette époque, au début des années 2000, c'est que c'est comme si le camp de la contestation sociale avait abandonné le concept de lutte des classes, et la bourgeoisie, non, elle n'a pas abandonné. Donc en fait, c'est comme s'il n'y avait plus qu'une seule personne qui donnait des coups. Et ces coups, ils sont mesurables. Hein. Sous Macron, par exemple, depuis le début du quinquennat Macron, il y a 2 fois plus de SDF en France. Hein. Les SDF, c'est des gens qui, par définition, ont une espérance de vie qui va être limitée, qui vont être touchés par énormément de pathologies, y compris mentales, etc. La violence, évidemment, envers les personnes étrangères, elle a fortement augmenté. Et donc, le point commun de tout ça, et si pour moi c'est une preuve de radicalisation, c'est la déshumanisation. C'est-à-dire que la bourgeoisie, elle opère une déshumanisation de plusieurs catégories de la société. Et donc, ça peut être plus ou moins de monde à la fois. Mais donc là, effectivement, il y a une déshumanisation, par exemple, de la jeunesse des banlieues, qui est très claire dans la façon dont ils ont été traités après la mort de Naël il y a 2 ans maintenant. Donc, une répression qui a été complètement aveugle, qui a été une répression qui n'a respecté aucune règle de droit, etc. Il y a une déshumanisation de certains manifestants comme les Gilets jaunes. Il y a évidemment une déshumanisation, mais là, qui est claire et nette de toutes les personnes étrangères en situation dite irrégulière, etc. Et ça, pour moi, c'est quand même une marque de radicalisation. C'est quand tu commences à reconnaître toute une partie de l'humanité comme ne faisant plus partie de cette humanité-là, eh ben, tu t'autorises des choses, quoi. Et peut-être que ça culmine là dans la réaction de la classe bourgeoise face au génocide à Gaza qui a lieu actuellement. Je termine le livre là-dessus. Je pense que moi j'ai l'impression que c'est un point de non-retour. En France, on a vu des gens sur des plateaux télé dire que c'était pas si grave que des enfants meurent sous les bombes parce que ces bombes n'avaient pas été tirées avec une mauvaise intention, en gros. Il y a une banalisation totale de la peine de mort. Quand on y pense, c'est complètement fou. Hein. En fait, le fait que des hommes palestiniens soient tués, c'est même pas un sujet. À la limite, c'est un peu un sujet quand c'est des femmes et des enfants, encore que. Mais alors, les hommes, c'est complètement OK de les tuer. Dans un pays où pourtant... on a aboli la peine de mort. Donc pourquoi on serait contre la peine de mort en France? Mais par contre, sur des personnes arabes, c'est possible et c'est parfaitement estimable. Et oui, en fait, comme toute une partie de la bourgeoisie, enfin quasi toute la bourgeoisie française a collaboré à ce mouvement-là, d'ailleurs que ce soit de façon financière, hein, par l'armement, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ont été impliquées dans ce génocide de façon plus ou moins directe, énormément de médias. Je pense que là, sur les médias, les dirigeants des médias, ils portent une responsabilité incroyable. Sur la classe politique, n'en parlons même pas. Donc pour moi, c'est vraiment accepter le meurtre de masse, accepter le génocide et l'accepter à nouveau, puisqu'encore une fois, les précédents historiques, c'est aussi que toute une partie de la bourgeoisie européenne avait accepté le génocide des Juifs. Le génocide des Juifs. Voilà. Et pardon de faire le parallèle, mais c'est un génocide. Donc à partir de ce moment-là, c'est un génocide, il est accepté. Il n'y a aucune véritable mesure qui est mise en place par le gouvernement français et par les grandes entreprises françaises, par les médias français qui continuent. Ton traitement médiatique n'a pas tant évolué, hein, même s'il y a eu de timides reconnaissances de la situation. Bon, au journal télévisé, par exemple, il n'y a quasiment pas eu de couverture médiatique de ce qui s'est passé à Gaza. Mais tu dis que l'indifférence, voire le déni en fait de ce qui se passe, est aussi un signe de la radicalisation des classes bourgeoises. Bah oui, je pense.
Quand je dis radicalisation, attention, c'est pas que ils sont devenus méchants, mais c'est parce qu'encore une fois, leur position dans l'espace social a été suffisamment confortée par ces 40 dernières années pour qu'ils se sentent la liberté d'agir sans borne, quoi. Et je pense qu'en fait, la bourgeoisie, elle devient humaniste. Ils aiment bien se dire humanistes souvent. D'ailleurs, dans les biographies des patrons Challenge, tous ils sont plus ou moins humanistes, à les croire. En fait, Mais esthètes aussi, non? Et ils sont aussi esthètes, ils sont aussi cultivés. Évidemment, Victor, ils adorent l'art, ils adorent les animaux, ils adorent, par moments, ils partent comme ça avec leur voilier de 40 mètres, se vider la tête. Enfin, moi, tu peux pas comprendre tout ça. Mais oui, évidemment, ils sont tout ça, évidemment. Alors qu'en fait, d'un autre point de vue, ce sont des monstres. Enfin, tu vois, c'est ça qui est frappant. Mais encore une fois, si ils peuvent avoir ces comportements monstrueux, donc que ça peut être s'en prendre aux vies des gens via le système médical, ça peut être cautionner des génocides, c'est parce qu'on leur a laissé la liberté de le faire. Quand je dis on, c'est pas pour se culpabiliser, hein, c'est un fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus beaucoup de répondants en face, et pour faire un parallèle, par exemple, avec une lecture qui m'avait beaucoup frappé, qui était le rapport de la Civis, cette commission qui a été lancée pour étudier le phénomène de l'inceste en France, le terme que j'avais trouvé très percutant, c'est le système d'impunité. C'est-à-dire, il y a un système d'impunité qui fait qu'en fait, les agresseurs, c'est open bar pour eux dans les familles, parce qu'en fait, il n'y a rien qui va s'opposer à eux. Et le système d'impunité, on voit aussi ça sur la violence au travail, qui est un phénomène que je connais plutôt bien. En fait, c'est parce que le harcèlement, il existe, parce qu'il y a personne qui dit ça va pas te parler comme ça. Et pour moi, c'est pareil à l'échelle du monde. Sur la bourgeoisie, elle bénéficie d'un système d'impunité que je décris dans le livre. C'est le système d'impunité. C'est par exemple que tu as globalement aucun grand média qui va te mettre face à tes méfaits, ou alors quand il va couvrir tes méfaits, il va l'oublier 2 ans plus tard, tu vois. Je prends toujours l'exemple de Thierry Breton, donc qui a été commissaire européen, qui a dirigé un grand nombre d'entreprises françaises. Il n'a fait que cracher des entreprises, encore une fois, mais gravement. Et la dernière, ça remonte à pas si longtemps, c'était Atos. Et pour autant, c'est quelqu'un qui a toujours le droit de s'exprimer sur la politique économique et de dire aux gens de faire des sacrifices et attention d'être moins dépensiers tout de même, les patients. Tu vois, c'est ces systèmes d'impunité là. Donc là, on va dire c'est sur le plan moral. Puis après, le système d'impunité, c'est simplement que on rappelle jamais le mal qu'ils font, quoi, et que par conséquent, alors déjà, au-delà de nommer le mal qu'ils font, on ne les stoppe pas ou peu. Déjà, pour les stopper, il faut être capable de nommer le mal qui est fait. Et c'est ça. Donc, on a raconté tout ça pour arriver donc à cette question. On comprend bien pourquoi il faut faire peur aux riches, pourquoi c'est important en fait de mettre un rapport de force et de pas faire comme si le dialogue allait tout résoudre, mais que c'est comme ça en fait. Dans un système, il y a des rapports de force et il s'agit pas de le nier, sinon on perd. Voilà. Et donc, tu t'emploies à nommer différentes techniques tactiques qui permettraient de enfin faire peur à la bourgeoisie. La première, c'est de comprendre, de nommer, de reconnaître la violence là où elle est. C'est ce que tu viens de faire dans toute cette première partie. C'est ce que tu fais dans ton livre et dans ton travail. C'est-à-dire qu'on nomme violence ce qui avant n'était nommé que par, je sais pas moi, plan social, nouvelle politique de rigueur budgétaire. Et toi, tu dis, non, en fait, tout ça, c'est une violence économique sur les plus pauvres. Donc, il faut être capable de comprendre cette violence, de la nommer, de la reconnaître, d'en comprendre les causes et les conséquences. En cela, je trouve que c'est la même démarche qui est faite aussi par les féministes, puisque dans la domination masculine, sous le patriarcat, il y a plein de choses qui étaient faites aux femmes, qui sont faites aux femmes, ne portaient pas le nom de violence. En fait, pendant très longtemps, la violence conjugale, c'était pas la violence conjugale, c'était un mariage où il y a de l'eau dans le gaz, par exemple. C'est une femme qui l'avait mérité d'une façon ou d'une autre. C'était pas nommé comme quelque chose d'inacceptable. Et une grande partie du travail des féministes, c'est d'apprendre à reconnaître la violence là où elle est, d'apprendre aussi à reconnaître le rapport de force et de comprendre que la violence, ça se résout pas aussi que par le dialogue, la compréhension mutuelle et tout ça. En fait, à un moment, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts. Nous n'avons pas le même intérêt que la bourgeoisie. Nous, les classes laborieuses, comme tu nous nommes. On n'a pas les mêmes intérêts qu'eux. Et les femmes, à certains égards, je pense, n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts que les hommes. Si on regarde comment le travail est réparti, comment le pouvoir est réparti dans les familles, on n'a pas forcément le même intérêt. Donc, ça, c'est la première étape, de comprendre, de nommer par exemple ces morts qui sont donnés par PowerPoint. De dire que, tout l'argent public qui est déversé par l'État en France, c'est 200 milliards chaque année d'euros d'argent public qui est donné aux entreprises
elles sont même pas capables de dire ce qu'elles en font, d'ailleurs. C'est de l'argent qui nous a été pris à nous, qui provient aussi du travail. Ouais. Et ça, cet argent qui est donné aux entreprises, c'est de l'argent qui n'est pas donné à la santé, à l'éducation, au transport, à la transformation de tout le système pour que peut-être on puisse arrêter de détruire la planète. Et donc, ça menace directement nos vies. Une autre façon de leur faire peur, ça va toujours dans l'étude de la bourgeoisie, de comprendre comment elle fonctionne, eh bien, tu t'intéresses à comment ils réfléchissent, comment ils voient le monde, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vivent et tout. Tu expliques comment des personnes qui sont éduquées, qui, par ailleurs, je sais pas, sont en contact avec le monde des arts, sont cultivés. Personne n'a envie de se penser comme en étant une horrible personne. Donc, quelles histoires ils se racontent aussi pour justifier la vie qu'ils font ? Comment ça se fait souvent quand on entend des histoires comme ça, on se dit mais comment ils dormaient la nuit, mais comment ils font pour dormir la nuit après avoir fait des choses pareilles. Brian Thompson, là, comment il fait ? Alors, comment ils font ? Bon, moi, je pense qu'on gagnerait du temps si tout le monde, parmi les classes laborieuses, par classe laborieuse, j'entends qui tirent la majeure partie de leurs revenus du travail ou qui subissent la privation de travail. Bref, en tout cas, toutes ces personnes qui ne tirent pas la majeure partie de leurs revenus du capital et qui n'ont pas de pouvoir sur nos vies. Ça, c'est important. De voir qu'on a énormément de points communs malgré nos différences et que je veux parler sur ce prisme-là. Donc, nous tous, là, il faudrait qu'on arrête de se dire que ces gens vont mal dormir la nuit, qu'il y a du karma. Moi, je vois beaucoup ça quand des politiques font des trucs affreux. On dit karma, de toute façon, il ne l'emportera pas au paradis et tout. Quand on regarde l'histoire de la bourgeoisie, si, ils l'emportent au paradis. Et ils le transmettent à leurs enfants. Et ils le transmettent à leurs enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opprobre. Faut voir aussi que il faut vraiment avoir en tête que c'est des gens qui évoluent dans un environnement extrêmement ouaté, extrêmement fermé, dans lequel nos protestations et nos jurons ne les atteignent pas du tout. Donc ils évoluent dans un environnement, et ça j'essaie de l'expliquer, où en plus ils sont entourés de gens qui sont payés pour leur dire qu'ils sont géniaux. Et ils vivent dans des endroits, ça c'est les sociologues Michel et Monique Pinson-Charlot qui l'ont dit à travers leurs travaux sur la vie de la grande bourgeoisie, vraiment, eux c'est vraiment la grande bourgeoisie aristocratique. Ils expliquent que dans la socialisation, donc dans l'éducation des jeunes bourgeois, même le décor joue un rôle, quoi. C'est-à-dire que t'entres dans les immeubles haussmanniens, tu vois, t'as des immenses entrées, je te parle même pas des hôtels particuliers, toute l'architecture est ordonnée pour te faire ressentir ta propre grandeur. Les domestiques, eux, ils vont avoir un autre escalier, par exemple, qui va plutôt leur faire sentir leur petitesse et leur soumission. Donc, en fait, ils vivent dans des décors incroyables. Ils ont des piscines à débordement. Je sais pas, tu vois, ils voient le monde à l'horizon. Ils prennent l'avion. Donc, en fait, ils trouvent nos vies minuscules, quoi, je pense. Et vraiment. Ouais, un peu mesquine, quoi. Un peu peut-être médiocre. un peu médiocre. Et en fait, en tout cas, ce qui compte, c'est la vie de leur père. P-A-I-R-S, quoi. Donc, en fait, notre avis, ils s'en foutent complètement. Donc, faut sortir de cette illusion. Moi j'ai trop connu ça, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais moi combien de manifs j'ai fait où on était là, on criait des slogans pour que tel ministre nous entende enfin, quoi. Et moi ça fait 20 ans que je manifeste pour que des ministres nous entendent, mais spoiler, ils ne nous entendent pas, parce que ceux qu'ils entendent, c'est ceux qui vont aller retrouver dans un club privé dans le 8e arrondissement, dans leur cours de tennis, ceux qui leur préparent des postes au conseil d'administration de leur entreprise, que c'est ça qui arrive aux ministres macronistes. D'ailleurs c'était pareil des autres ministres, hein. Les gens ils font leur truc affreux là, et ensuite ils sont récompensés pour ça. Nous on dit toujours, il y a cette croyance que genre de toute façon après avoir fait cette réforme ça deviendra une persona non grata, etc. Mais non. Non, ils sont récompensés. Ils sont récompensés parce qu'ils ont mené la lutte des classes brillamment, et donc ils ont un avenir pavé d'or, hein, littéralement. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils vont être au conseil d'administration de grandes banques, d'assurance. Je prends l'exemple de Muriel Pénicaud, qui a été ministre du Travail, qui a dégommé notre droit du travail comme jamais, et qui a fait une réforme de la formation professionnelle, qui a privatisé et qui a vraiment dérégulé tout le secteur de la formation. Et elle a été recrutée par un grand groupe de formation professionnelle et d'éducation privée. Toi, tu dis c'est pour les récompenser, mais c'est aussi pour les utiliser. Parce que quand tu passes dans la classe politique, quand tu as des hautes responsabilités politiques, tu as un carnet d'adresses, tu connais énormément de monde. Et donc, c'est quand même ça que les entreprises achètent ensuite quand elles te recrutent. Non, mais c'est intéressé des deux côtés. Et alors, tu parlais aussi de l'éducation. Ça, c'est aussi un autre argument. Je pense qu'il faut vraiment revenir là-dessus. C'est-à-dire, tu as l'idée... mais quand même, comment moi j'entends ça beaucoup ça, mais quand même comment ils peuvent faire ça, c'est absurde, ça n'a pas de sens, de s'en prendre aux malades victoire alors qu'il faudrait faire de la prévention, par exemple. Moi j'entendais ça à la radio, des gens sincèrement qui disent mais non, on veut faire des économies sur la santé, faut plutôt je sais pas moi, taxer les boissons sucrées, faire de la prévention sur l'alimentation plutôt que de s'en prendre aux malades du diabète, par exemple. Mais
encore une fois, il faut considérer que c'est des gens qui mènent une politique de classe. Et une fois qu'on a compris ça, moi, je répète pas ça juste pour le plaisir de le répéter de façon dogmatique. C'est que c'est une grille de lecture du monde qui est quand même assez efficace et assez très réelle. opérante, je suis tu vois, d'accord. c'est opérant parce qu'en fait, tu comprends les choix des politiques ensuite. Pourquoi ils vont pas, pourquoi par exemple, ils s'en prennent aux malades de longue durée, aux diabétiques qui vont devoir payer beaucoup plus cher leur traitement pour faire des économies, plutôt que de s'en prendre aux industriels du sucre, par exemple. Si je prends cet exemple-là, voilà, la raison, elle est évidente. C'est-à-dire qu'ils ne s'en prennent qu'aux gens qui ne peuvent pas leur Se porter défendre. préjudice, qui ne peuvent pas se défendre. Donc les plus pauvres, par définition, c'est les gens qui peuvent le moins se défendre. Personne va agir pour eux. Les réfugiés, les SDF, tout le monde s'en fout. Enfin, évidemment que non, tout le monde s'en fout pas. Mais tu vois ce que je veux dire, ils n'ont pas les moyens d'entretenir un rapport. Il n'y a pas de rapport de force. Sauf dans les pires cauchemars de la bourgeoisie. Je repense, en lisant ton livre, j'ai repensé à une nouvelle de Frédéric Beigbeder, donc de l'écrivain Frédéric Beigbeder dans Nouvelles sous extasie. Parce que j'aimais bien lire Frédéric Beigbeder quand j'étais adolescente. En 99, il écrivait une nouvelle où tous les SDF de Paris faisaient alliance et allaient envahir les immeubles du 16e arrondissement. Ah mais tu vois. Voilà. Au moins, ils nommaient leur cauchemar. Merci beaucoup d'avoir écouté cette première partie de notre conversation avec Nicolas Framont. Vraiment, je vous conseille de lire son livre « Saint Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme », paru aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est court, ça se lit très bien, ça coûte 12,90 € et tant qu'à faire, achetez-le dans les librairies indépendantes si vous pouvez. Dans la suite de cet entretien, on rentre dans le vif du sujet, comment rétablir un rapport de force avec la bourgeoisie. Concrètement, quelles tactiques peuvent vraiment faire peur aux riches ? Quelles leçons tirer des luttes passées ou des échecs pour imaginer des formes de résistance efficaces aujourd'hui ? Toutes les références que nous avons citées dans notre conversation sont à retrouver en détail dans l'article qui accompagne cet épisode sur mon Substack. Renverser la table, c'est un podcast créé et produit par moi, Victoire Tuvaillon, et j'ai le plaisir de travailler avec des femmes talentueuses comme Jeanne Longhini, qui s'occupe de la production et de la communication, Solène Moulin, qui a réalisé cet épisode et composé la musique, Amandine Gilou, qui a concocté son identité graphique, Mélanie Vazeux, qui s'occupe de la pub et des partenariats. Un grand merci aussi à Astrid Elie Carrasco pour ses suggestions et à mon cher voisin Bertrand Guillot, aka BG, pour son regard et ses conseils avisés. Je vous ai dit qu'il avait écrit un roman génial sur la nuit du 4 août 1789 d'ailleurs. Ça s'appelle « L'abolition des privilèges ». La suite au prochain épisode où on parle justement de la Révolution.